Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à l'apprentissage du langage HTML5. Dans les parties précédentes, nous avons vu un petit peu des balises. Nous les avons placées un petit peu comme ça, bon, quelque part bien placées puisque dans le body, donc les éléments visuels ont tous bien été placés dans ce body, mais ils sont pas structurés, on va dire. On pourrait mieux faire, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir pour ce qui est de la structure des balises du corps de la page. Ensuite, on va voir un autre petit truc. C'était en fait quand je voulais créer des éléments en mode Zen Coding. Donc pour rappel, le mode Zen Coding, c'est par exemple j'ai un P, dans ce P j'ai un UL, dans ce UL j'ai un LI, ça dans le LI plutôt j'ai un A, et ça tu me le multiplies par 2. Et quand je faisais CTRL ALT entrée, cela me reproduit la même structure qu'ici, à peu près. C'est que là il m'a fait 2 fois le A, donc je me suis trompé. C'est LI fois 2, et dedans tu mets les A. CTRL ALT entrée. Voilà. Donc on a le P, le UL, les LI et les A dans le LI. P, UL, LI, A dans LI. Donc on avait un petit problème, c'est que je ne savais plus trop comment on faisait pour passer par exemple du head, une fois qu'on avait détaillé HTML head. Après j'avais du mal à revenir dans le body pour continuer la suite du Zen Coding. Alors on va essayer de faire ceci, premièrement assez facilement, c'est-à-dire avec ce bloc. Déjà ce bloc dans le body nous avait aussi posé problème. Donc comme ce bloc est moins conséquent que toute la page, alors on va apprendre cette chose à ce niveau-là. Donc si on devait le faire comme on le sait pour le moment, un P, dans le P, un EM, dans le EM, un strong. Problème, c'est le BR. Ici, le BR, logiquement, il est après le EM. Donc là, si je fais plus BR, le BR va se trouver après le strong, donc avant le EM. Et c'est pas ce que nous voulons. Je vais vous le faire voir, je vais le déplier, CTRL ALT entrée. Donc on voit que le BR est bien avant le EM. Normalement, il devrait être après le EM, devant le P. Après le EM, mais devant le P qui se ferme. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière pour récupérer le code que j'ai tapé précédemment. Donc on se rend compte que si on met plus BR ici, ça va pas. Donc on pourrait dire, oui mais le BR il est juste après EM, donc EM plus BR. Alors on va faire ça. EM plus BR. CTRL ALT entrée. Donc là, hop, faut faire ça, mais juste à la fin, faut que le curseur soit à la fin du mot. Donc ici on se retrouve avec P, EM qui s'ouvre, EM qui se ferme, puis un BR, puis un strong qui s'ouvre et qui se ferme, encore un BR et un P. Donc c'est pas du tout ce qu'on a en haut. Normalement, le strong, il est déjà dans le EM, alors que là, le EM, il est rien du tout. Le strong devrait être dedans, et on devrait avoir le BR après le EM. Donc on en a bien un ici après le EM, mais on en retrouve encore un après le strong. En d'autres termes, cette formule ne fonctionne pas. En fait, l'élément qui permet de définir des blocs, comme par exemple cette structure qu'on est en train d'étudier, on a un bloc qui est P. Donc lui va contenir un bloc EM et un bloc BR. Et le EM, lui, contiendra ce qu'il doit contenir. Donc c'est entre le EM et le BR, au niveau de P, qu'il va falloir faire une distinction. Pour lui faire comprendre que P, dedans, il y a un EM, et que EM a un plus BR.
mais qu'on puisse continuer après à dire ce qu'il y a dans EM. Donc, c'est pas très clair. Ici, dans P, on a P. Et là, c'est un peu particulier. On va mettre des parenthèses. Et les parenthèses, c'est un peu comme en mathématiques. Ça sépare, on va dire, ça donne des ordres de priorité. Ou ça peut séparer des opérations. En d'autres termes, ici, c'est ce qu'on a envie un petit peu de faire. Séparer des opérations. Donc ici, j'ai envie de dire que il y aura un bloc EM plus un bloc BR. Et qu'ici, dans EM, je voudrais qu'il y ait un strong. En d'autres termes, je voudrais dire ça comme ça. Donc, les parenthèses, en fait, c'est dans P, puisque je remets le signe, dans P, j'ai un EM qui lui-même est un bloc qui contient encore un autre sous-bloc strong. Donc je vais devoir aussi l'isoler en rajoutant une parenthèse devant et juste après strong. Ainsi là je suis en train de dire que dans P, tu as un bloc qui aura EM qui contiendra un strong, plus tu auras un BR. Dans P, tu auras un EM qui contiendra un strong, plus un BR. Si ça marche bien, CTRL ALT entrée, on a bien notre P, d'accord, le EM qui entoure bien le strong, le EM qui entoure notre strong, et notre BR qui est bien après le EM mais avant le P. Le BR est bien après EM avant le P. Une autre balise aussi qu'on aurait pu étudier, qu'on n'avait pas vu à ce moment-là, c'est ici le cas d'une balise image qui a deux attributs. Comment je pourrais définir cette image qui a deux attributs? Donc je dirais IMG. Les attributs, on a vu, c'est entre crochets. Et le nom de l'attribut, par exemple SRC, égale la valeur mais sans les guillemets. Donc image-personnage.jpg. Et là, comment je pourrais définir l'autre attribut? Bah, tout simplement, à la suite, on remet des crochets, puis on redonne le nom de l'attribut, égal, et sa valeur, toujours pareil, sans guillemets. Et à la fin de ce code raccourci, CTRL ALT entrée, et on se retrouve bien avec notre balise image, notre code source avec les guillemets tel quel que là-haut, et la balise alt avec personnage. Ce genre de gymnastique, il faut s'entraîner un petit peu, et vous verrez, ça rentre tout seul après. Bon, des fois, quand on fait plein de choses en même temps, on oublie un petit peu, donc voilà, comme j'avais oublié par exemple comment séparer les éléments. Est-ce qu'on pourrait faire un code en une seule ligne qui reproduit toute la structure du document? Bien sûr, il n'y aura pas aller à l'accueil, mon YouTube, ni page, enfin, tout ce qui est en noir, ça sera pas dedans. Mais tout le reste, ça sera dedans. Ben, on va essayer. Donc, on a notre fameux HTML. Ce HTML contient un bloc, d'accord, qui est le premier head, puis le deuxième body. Maintenant, ces trucs-là, c'est des blocs aussi, donc on les entoure tout de suite de parenthèses. Donc dans ce head, lui qu'on l'avait déjà détaillé une fois, on a une balise méta, celle-ci possédant un attribut, donc entre crochets. Cet attribut étant chart7, qui a la valeur UTF-8.
Donc après le crochet, donc à la fin de la définition de méta, toujours dans le head, j'ai un plus, j'ai une balise link, et même chose, on peut lui définir ses attributs puisqu'on les connaît. Donc là je vais faire un crochet qui s'ouvre, un crochet qui se ferme, un crochet qui s'ouvre, un crochet qui se ferme, puisqu'il y en a deux, il y a rel et href. Donc je définis rel qui vaut favicon, et le href qui vaut favicon.echo. Plus après le link, j'ai une balise title. Voilà, là je viens de définir le head. Donc maintenant, dans notre body. Donc notre body va contenir des blocs. Donc comme on a fait avec HTML, le premier c'est P, le deuxième c'est H1, le troisième c'est P, le quatrième c'est IMG. Autre terme, le premier bloc, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc vu que c'est des blocs, je vais entourer tout de suite le P, encore de guillemets. Le H1, c'est pas la peine puisqu'il est tout seul. Vous voyez, le P il a encore des éléments, mais H1 il n'y en a pas. Ce sera la même chose avec le prochain P, UI, mais le image c'est pas la peine puisqu'il est tout seul aussi. Donc le P je l'entoure, le H1 non, et l'autre P je l'entoure. Donc on va définir ce premier P, c'est-à-dire celui qu'on a fait au tout début de la vidéo. Donc dans ce P, j'ai dans un premier temps un bloc, j'ai deux blocs, le premier étant EM, le deuxième étant BR. Le EM étant un bloc qui a des éléments, donc pareil comme le P tout à l'heure, j'entoure ce EM. Le BR lui étant tout seul, je le laisse comme il est. Et dans le EM, je viens lui placer le strong. Donc là, je viens de définir le bloc P. Tout ce bloc là. Donc maintenant le H1, j'ai pas rien à lui dire, puisque voilà, c'est H1. Et l'autre P, donc celui-ci, je dois lui dire, lui il n'y a pas de bloc, donc dans le P, on a un UL, dans ce UL, on a un lit qu'on multiplie par 2, puisqu'il y a 2 LI, et dans ce LI, on a un A. Donc là, je peux pas donner le href, puisqu'ils sont différents. Et là, ici, côté image, on a deux attributs, donc ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Là, comme j'en ai marre d'écrire, donc hop, CTRL C, CTRL V, j'enlève juste les guillemets. Et même chose pour le Alt. Voilà. Donc là malheureusement le document n'est pas plus grand. Je sais pas s'il peut faire des retours à la ligne. Non, pas mal d'éditeurs proposent ce genre de choses. Convertir les sauts de ligne. Bon. Souvent ça s'appelle Word Wrap. Bon, ça c'est en anglais. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, tout ce charabia, comme on pourrait dire, représente entièrement toute cette structure-là avec tous les éléments qui sont dedans. Sauf les textes en noir, comme j'ai dit. Alors voyons voir, mettons-nous à la fin. Et si on a bon, CTRL ALT Entrée, le code qui vient de se produire devrait être identique à celui du dessus. Donc on a bien le HTML,
D'accord. Dans le HTML, on a un head et un body. Parfait. Dans le head, on a bien un méta avec un chart7 UTF-8. On a bien le lien avec notre favicon et notre attribut href. Puis on a notre title. Head, meta, link, rel, href, title. Dans le body, le P. Dans le P, un EM. Dans le EM, un strong. Et après le EM, un BR. Le P, un EM. Dans le EM, un strong. Après le EM, donc après un BR. Parfait. Puis ensuite on a un H1 tout seul. H1 tout seul. Puis après on a un P, un UL, un LI, deux LI, dans ces LI, des A. Un P, un UL, un LI, un deuxième, dans ceci, un A. Ensuite, la dernière, image, la source, l'attribut, et ses valeurs qui vont avec. Donc voilà un petit peu la puissance du Zen Coding. Quand vous vous débrouillez bien, ça fait de bonnes choses. Encore faut-il avoir... Oula, un petit peu trop loin. Encore faut-il avoir l'idée de la structure du document que vous allez employer. Mais il y en a certains que vous allez recréer plusieurs fois. Donc pourquoi je parle du Zen Coding maintenant? Puisque on va voir en même temps d'autres petites choses avec Notepad. Par exemple, quand je tape une balise, comme H, je pourrais appuyer sur la touche CTRL et la barre d'espace pour avoir une aide à la saisie. Par exemple, là il me dit que tu pourrais taper H1, H2, H5, head, headers, height, hidden, hr, href, bref, tout ce genre de choses. Et en validant par la touche tabulation, ça valide le mot. Bon, bien entendu, ça n'écrit pas la balise, mais avec un petit CTRL ALT entrée à la suite, et hop, on comprend très vite que ça va nous faire des balises. Donc entre autres termes, j'ai envie d'écrire un truc que je me rappelle plus. Par exemple, image. Je sais plus si c'est image en entier ou img. Donc je tape im, puisque ça je m'en souviens bien. CTRL et la barre d'espace. Et là on me dit tu peux taper image ou img. Bon bah je vais te dire moi img, puisqu'il me semble que c'est img. Soit j'appuie sur entrée, soit j'appuie sur la touche de tabulation. Dans les deux cas, ça me donne le mot img. Puis après je fais CTRL ALT entrée avec notre plugin qu'on vient de voir il y a 2 minutes pour le Zen Coding. Et on a bien notre img, notre src et notre alt qui se placent automatiquement. En d'autres termes, les mots vous pouvez les trouver sur internet, tout simplement les mots-clés du langage. Quand vous voulez faire quelque chose, hein, je vous l'ai fait voir dans une petite recherche, hein, mais il suffit juste de taper les mots et voilà, vous aurez la réponse. Mais en plein développement, si vous n'avez pas envie de partir tout de suite sur le web, vous avez cette petite astuce quand même qui consiste à, voilà, je tape FO, et qu'est-ce qu'il y a dans FO? CTRL espace, bah tu peux mettre des fontes, des files, des forts, des formes. Bon ben, un forme ça m'intéresse, ça me rappelle un petit peu un formulaire qu'on n'a pas encore vu. Donc je valide forme. Maintenant je sais pas trop la structure du forme, ben c'est pas grave, CTRL ALT entrée, et le truc se charge tout seul. Il va nous dire, ben un forme normalement a un attribut action. Il y aura d'autres choses dans le forme, mais on a déjà au moins cette piste. Donc après on peut chercher sur internet la balise forme HTML, et puis là vous aurez plein d'exemples sur une balise de formulaire. Donc, mis à part le Zen Coding et cette auto-complétion, comme on appelle, donc avec CTRL entrée, on a plusieurs choses aussi, une autre chose qui s'appelle les snippets. Alors, ce truc là, bah, c'est comme quand on a installé Mmet, donc c'est un petit plugin à Notepad++. Donc dans les compléments, on va dans le plugin manager et show plugin manager, puis on va chercher le plugin qui s'appelle Snippet, puis il y en a un autre qui s'appelle Snippet+. Donc on va prendre le Snippet+, puisque la version est apparemment plus récente. Bon, on installe, et il me dit qu'il veut redémarrer Notepad++, je lui dis oui.
Donc là il attend la réponse derrière puisque j'ai un fichier qui a été modifié. Donc je lui dis oui, sauvegarde-moi mon fichier HTML avant de fermer. Et voilà, ce truc a redémarré et visiblement on voit rien de plus. Bon, comme souvent, dans les compléments, j'ai maintenant mon Snippet Plus. Et ici j'ai l'option Doc Snippet Plus. Et là j'ai des snippets en fonction des langages, comme HTML, CSS, CS, C, C++, Général, JavaScript, Visual Basic et XML. Bon, bah vous vous doutez, c'est HTML. Et là-dedans, j'ai plusieurs choses. Donc certaines fois, c'est des couleurs que ça représente, mais aussi certaines balises, mais pas toutes. Par exemple, la balise header qui existe, il ne la connaît pas, il connaît H6 head, mais après il connaît pas header. Il connaît bien HTML. Donc il y a des balises typiquement HTML5 qu'il n'a pas l'air de connaître. Et ça, bah c'est voilà, ça vous donne encore d'autres balises. Donc là c'est pas vraiment du HTML, ça c'est du C#. Général, ça c'est des trucs HTML. HTML, bah, c'est des éléments aussi HTML. Et VB, c'est du Visual Basic. Bon, ici autant se mettre sur HTML. Comment ça marche ça? Bah, je mets mon curseur là où je veux voir quelque chose, puis je double-clique sur id. Et automatiquement, il m'a inséré ce code. Là, j'ai pas besoin de taper id, donc de me souvenir du mot-clé, puis ensuite de faire CTRL ALT entrée pour que ça se déplie. Là, non, il m'a inséré un code. Qu'en est-il de ma balise image? Je clique, j'ai bien image, src, alt, et on voit bien qu'il est encore au format un petit peu HTML4 puisqu'il met le slash de fermeture. Donc, on voit ça, mais il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres trucs, par exemple, link button, donc un bouton de lien. Je clique, et là on voit il me sort un truc bizarre, de l'ASP. Donc là c'est plus vraiment du HTML, mais on est passé dans un autre langage. Donc ça va servir d'une certaine façon. Il y en a un autre aussi qu'on a vu, un snippet tout court, qui lui pareil. Donc dans les compléments, plugin manager, show plugin manager, on descend dans la liste et on trouve snippet tout court. Voilà le snippet. Puis pareil, on installe. Je dis oui. J'essaie de trouver la fenêtre derrière et puis je dis oui pour mon document HTML. Et là, on en a un autre. Donc ici on a les définitions des doctypes, comme c'est marqué là-haut. Mais on a plusieurs langages, donc ce qui va vous intéresser principalement c'est HTML tag. Et là sous le même principe que l'autre, par exemple un paragraphe, un bloc paragraphe, donc je me mets quelque part, je double-clique et m'inscris un P. De même que si je voudrais une définition, je double-clique et voilà, j'ai une balise de définition. Si je voudrais, je sais pas, par exemple un en-tête 3 de niveau 3, donc un H3, je double-clique, j'ai un H3. Si je veux un tableau, je double-clique sur Table et j'ai la structure d'un tableau. Presque complet. Donc on voit que les snippets, c'est très utile. Là, un forme, un champ input de type bouton. Donc un bouton. Bref, on a, voilà, il y a de quoi voir, hein, il y a plein de balises comme vous le voyez. Donc on a la partie snippet, donc on peut fermer ces barres quand on veut, hein, on peut les faire réapparaître, snippet. Si je redemande le snippet, normalement il devrait me l'afficher. Voilà. Comme la snippet plus, je peux redemander le doc, du coup ça remplace l'un par l'autre, on va dire, mais en bas,
on peut partir de Snippet à Snippet Plus. D'accord? Comme ça vous pouvez avoir les deux dans votre développement sans souci. Donc ce qui serait bien aussi côté Snippet, c'est par exemple je veux cliquer sur le Snippet dans Snippet Plus, puisque Snippet normal on pourra pas le faire. Donc je sais pas si ça va être possible, hein. J'ai essayé de le faire tout à l'heure mais ça n'a pas vraiment marché. On recalme, donc on verra, on va essayer de voir. Donc là je vais mettre sur les haches pour voir tout ce qui est dans les haches. En d'autres termes, moi le HTML, j'aimerais bien ici, quand je double-clique sur HTML, il me fait déjà plein de choses. Je pensais pas qu'il m'aurait mis la structure complète, je pensais qu'il m'aurait juste mis HTML tout court. Et en gros je voulais dire, moi j'aurais bien voulu avoir une structure du HTML. Donc le HTML, le head, le title, mais aussi j'aimerais bien avoir mon meta chart set là, et voir ma petite icône qui apparaisse tout le temps. Donc pour faire ça, déjà je vais copier ce code qui m'intéresse. Et dans le snippet là, on peut éditer. Donc le snippet plus, bien entendu, on va demander le GUI editor. Et ici, je vais aller choper la balise HTML. Voilà. Et ici on voit le bloc qui m'a créé. Ici je vais demander de modifier HTML. Et puis dans le head, là au niveau du title, je vais l'ajouter juste au-dessus. Donc je vais passer une ligne, je vais ajouter mon code. Voilà. Donc je vais essayer de faire un peu comme lui, l'indentation. D'ailleurs je vais supprimer l'espace en plus qu'il avait laissé. Je vais faire un espace entre mon head et mon body. Et voilà. Donc je dis que je veux le modifier. Donc je pourrais le supprimer à tout moment. Et s'il n'existe pas le snippet modification, donc il l'ajoutera, le bouton se changera en ajouter. On verra ça tout à l'heure. Donc ici je dis bien je modifie. Et là il m'a fait du n'importe quoi. Visiblement, il a fait un peu du n'importe quoi. Donc je vais reprendre sa structure. CTRL-C. Je vais me mettre là-haut. Peut-être qu'il y a un truc spécial qui fait que nos codes à nous se retrouvent quelque part. J'essaie de comprendre comment il marche son truc. Donc ici je vais m'inventer une balise HTML5. Voilà. Et dans le HTML5, j'ai envie d'y mettre ce code, plus ce que j'ai copié tout à l'heure. Du coup, je dois refaire les réindentations. Voilà, donc juste l'espace en trop que j'enlève et que je rajoute après head. Donc je vais le copier au cas où, qui pourrait encore des trucs bizarres. Et je lui dis, ajoute-moi le new HTML5. Donc logiquement, ça devrait apparaître dans la liste. Mais non. Peut-être tout à la fin. Alors, va savoir où est-ce qu'il met ça. Non, je sais pas en fait où est-ce qu'il a mis ça. Donc j'en sais rien, je vais redire HTML5. Je vais remettre mon fameux code dedans. Langage modification, je vais dire général.
voilà, et je dis que je veux l'ajouter. Donc je vais essayer de réactualiser la liste générale. Visiblement, je le vois pas dans ces listes. Il y a l'air que le truc, voilà, ça doit pas vraiment bien marcher. Donc je vais regarder ici au cas où. Général rien. Général rien. Si je me mets sur HTML, rien. Et ici, HTML. Est-ce que je vais voir mon HTML5? Non. Donc ça, je pense que vous pouvez un petit peu oublier le Snippet Plus, si ce n'est que par exemple vous avez des couleurs, donc ça c'est utile. Quand vous voudrez mettre une couleur quelque part, vous double-cliquez et lui vous donne le code de la couleur. On verra par la suite dans du CSS. Donc quelque part ça peut être pratique. Par contre, comme on voit, pour ajouter nos propres snippets, ça n'a pas l'air pratique. De toute façon, par la suite on va certainement changer d'éditeur pour pouvoir faire des trucs un peu plus conséquents, avec un peu plus de possibilités que Notepad++ nous offre. Donc, mais il faut savoir que Notepad++, il est bien pour éditer quelques petites pages, comme ci, comme ça. C'est pas normalement là-dedans qu'on fait des gros projets, hein. On utilise des gros éditeurs de code qui vont nous permettre de faire ces genres de choses. Donc, concernant nos balises de body, alors je vais vous dire les plus courantes. Donc, la première étant header. D'accord. Donc dans header, vous pouvez y mettre des choses. Dans la même logique que le header, ce qui est à l'opposé, c'est le footer, donc le pied de page. Entre les deux, ou pas forcément non plus, vous avez un nav qui est souvent dans une sorte de header, mais bon, vaut mieux mettre votre menu de navigation dans le nav plutôt que le header qui est plutôt réservé à autre chose, alors que le nav, comme son nom l'indique, c'est pour des éléments de navigation. Nous avons aussi des balises sections et des balises articles. Et la dernière balise qu'on rencontre aussi, tous ces balises là sont nouvelles, hein, sont pour l'HTML5, aside. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses là? Donc en d'autres termes, votre document, quand il a qu'une seule page et qu'il n'y a que des éléments dans une page, il aura souvent un header dans le body, puis il aura certainement un footer pour votre copyright ou vos liens vers Facebook ou des trucs de genre. Ensuite, il aura certainement peut-être un nav, un menu de navigation. Celui-ci sera peut-être soit dans le header comme vous voulez, soit dans un bloc aside. Donc aside, c'est une barre sur le côté, une barre latérale. Ça, c'est ce que ça veut un petit peu dire. Une sidebar, comme on dirait. Et dans lequel vous pouvez mettre aussi un menu de navigation, mais au lieu d'être horizontal, il est vertical. Ensuite, vous avez des sections dans votre page. Vos sections, dedans, vous pouvez avoir plusieurs articles. Dans des articles, vous pouvez avoir des headers, puis à nouveau des sections, puis ensuite des footers. Donc ces balises ne sont pas uniques. D'accord, vous pouvez les reproduire plusieurs fois dans le document. Mais bien sûr, faut leur garder leur sens quand même, quoi. Mettez pas 50 000 headers non plus, il faut que le header il ait quand même le sens de l'entête. Mais après, c'est à chacun de faire un peu comme il veut, hein. On ne dit pas que... Voilà, il faut suivre un petit peu les standards.
ce que les gens ils préfèrent faire, ou ce que vous préférez faire, ce que vous pensez peut-être plus logique. Puis après, bah, c'est en fonction des moteurs de recherche. Selon la structure de vos pages, ils peuvent juger ça plus ou moins pertinent. Et du coup, plus c'est pertinent, mieux c'est classé. Donc, vaut mieux suivre de près ce que le navigateur il aime bien que vous fassiez, comme ça vous faites ce qu'il veut, et puis bah, vous êtes bien référencé pour pas un rond. Voilà. Donc, ces fameuses balises, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alors, par exemple, pour ce qui est le header, bah dans le header, je vais mettre mon H1. Donc un header, c'est pas comme un H1, ça définit une sorte de bloc qui définit une en-tête. D'accord? Donc c'est une balise de type bloc, puisque ça va provoquer des espaces au-dessus, en dessous, comme on a vu pour les types blocs. De plus que le H1 lui aussi est de type bloc, donc il va aussi provoquer des espaces sur ce header. Notre fameux menu, bah le menu lui, plus besoin du P, puisque le P il était là juste pour faire une distinction entre deux éléments. Le menu, bah lui on peut le mettre directement dans notre nav. Donc, toujours pareil, hein, je vais essayer de donner une bonne présentation. Donc ici je vais pas tout refaire, je vais juste décaler le premier élément, et ceux-là je vais les reculer d'un cran. Voilà. Donc la barre de navigation, vu que notre menu il est un petit peu comme ça, je serais tenté de le mettre dans le aside. Donc hop, je prends mon nav, et le nav je vais le mettre dans le aside. Et ceci, je l'indente. L'image qui au-dessus avec le P, par exemple, et son commentaire, on pourrait dire que ça, copie, ça sera dans une section. Dans cette section, on aura un article. Cet article possédera un header. Mais on n'est pas vraiment obligé de marquer header, mais allez, par exemple, cet article possédera un titre, mais je peux pas mettre title deux fois, donc je pourrais mettre des H, sachant que là c'est des EM, donc ouais, ça va pas changer grand chose, sauf que ça va casser un petit peu la présentation. En gros, le mot strong, qu'on voyait un peu en gras, bah, il sera plus distingué si je mets un H quelque chose devant. On va dire c'est pas grave. CTRL C. Dans notre section, dans notre article de notre section, on va dire qu'on aura un bloc EM et ceci, avec notre petit BR à la fin, que j'ai oublié de prendre. Voilà. Et puis en dessous, on aura notre image. Cette image d'ailleurs qu'on pourrait même placer dans un P. Le P comme ça fera bien une marge entre le EM et l'image qu'on va mettre dans cet article. Voilà, donc je vais reprovoquer l'indentation comme on le fait habituellement. Voilà, ceci est au même niveau. Donc le BR on pourrait le mettre là, on voit que ça retourne à la ligne en quelque sorte. Hop, le article il est dans section. Et bon, je vais enlever un petit peu les espacements. Donc si j'aurais voulu garder mon commentaire, bah, je pourrais le prendre. Et je pourrais le mettre n'importe où, comme on a dit, un commentaire c'est partout. Donc là je pourrais le mettre juste au-dessus. Voilà, et la structure, bah, donc ça c'est ce que j'ai créé en plus avec les snippets, je vais l'enlever. Tout ce qui était là-dessous, on va l'enlever. Et le footer. Alors, bah justement, on va pouvoir avec ce footer étudier une autre notion concernant ces caractères spéciaux. Il y en a certains, ils sont très spéciaux.
Bon, il y en a un que vous côtoyez souvent, c'est l'arrobase. Donc l'arrobase, lui encore, ça va, il passe normalement, on va dire. Mais il y en a d'autres, c'est plus difficile à faire passer. En d'autres termes, souvent vous voyez un truc comme ça dans les pieds de page. Copyright, avec un espèce de C entouré, puis le nom du site, par exemple Unixver. Voilà. Et voir peut-être l'année à côté, 2013. Le problème là, c'est le petit c. Donc, comment mettre ce petit c? En fait, il faut savoir qu'en HTML ou en XML, des langages du même genre, on les remplace par ce qu'on appelle des entités. Donc, les entités commencent toujours par le caractère et commercial, suivi du mot-clé de l'identité, et qu'on termine par un point-virgule à la fin. Bon, bien sûr, là, ça ferait une entité mot, mais qui serait traduite par rien, puisqu'elle n'existe pas. Je pense pas qu'elle existe. Donc, pour le copy, là, comme on veut faire, le copyright qu'on veut faire, donc, l'entité, c'est simple, c'est et, copy, comme le diminutif de copyright, et le point-virgule. J'enregistre le fichier d'index et je vais aller consulter ma nouvelle page. Qu'est-ce qu'il en est maintenant que j'ai changé un petit peu sa structure, que je l'ai redéfini un peu plus dans les balises actuelles de l'HTML5. Donc là pareil, le header section aside, même footer, je peux provoquer un décalage par rapport à body, puisqu'ils sont dans le body. Donc je réenregistre et je demande le web local. Donc on voit que ma page d'index n'a pas changé, si ce n'est que le menu visiblement est passé en dessous, et que le e-copy là a bien remplacé le C du copyright. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Le plus souvent, celui que vous allez avoir le plus souvent à réaliser des fois, imaginez que je sais pas comment essayer de représenter ça assez visuellement. Je vais essayer, voilà, je vais recopier la même ligne. Et là, juste ici, je vais mettre un BR pour que visuellement on voit les choses qui retournent à la ligne. Et par exemple, ici le Unixver, j'ai envie de l'effacer. Mais j'ai envie que ça fasse copyright, qu'il n'y a rien, puis qui est 2013, je sais pas pour quelle raison je voudrais faire ça, mais bon, voilà, c'est juste pour montrer l'exemple, que je voudrais qu'il n'y ait rien là, un vide, et puis que 2013 soit au-dessus de 2013. En fait, j'aimerais bien que là, quand je vais le voir dans le navigateur, de le voir exactement comme ça, sauf que le copy, comme on a vu dans le navigateur, sera remplacé par ce caractère là. Pourquoi j'essaie de faire un truc tordu comme ça? Jusque là, tous nos mots ont tous un seul et unique espace. Sauf ici. Je demande d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant d'espace qu'il y a de lettres dans le mot Unixver. Qu'en est-il si j'affiche? On voit que le C est bien traduit, mais qu'entre le C et le petit tiret, moi qui voulais le 2013 juste en dessous du 2013, je suis un petit peu déçu. En d'autres termes, on peut pas faire deux espaces. Pas comme on le fait là en espaçant. Tout comme on peut pas passer de ligne tant qu'on met pas ce caractère là. Et là c'est pareil. Il y a un caractère spécial, une entité HTML aussi qui existe, qui va permettre de créer des espaces. Donc elle se nomme, toujours pareil, avec le et commercial, NBSP pour No Backspace.
un truc de genre. Et là, quand j'en crée un comme ça, ça me fait un espace supplémentaire par rapport à celui qui existe. Donc, si j'enregistre, visuellement, on va voir un truc de ce genre. Copie, un espace après copie, un espace vide, puis seulement le petit tiret. Donc on voit bien que le tiret, pour l'instant, il est en dessous du U. Donc là, il va se retrouver en dessous du N. Donc, un espace supplémentaire a été créé. Donc bah voilà, il suffit d'en créer autant qu'il y a de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, en faisant ça, je verrai ce que je voulais voir au début. C'est-à-dire le copyright, le signe, autant d'espace qu'il y en a pour au-dessus, puis le tiret 2013. D'ailleurs, oui, normalement ça devrait aller. Il devrait rajouter l'espace en plus avant le tiret. Bah de toute façon on va voir. Hein. On enregistre et on actualise. Donc là il en a pas mis autant que j'en espérais. C'est parce qu'il doit en manquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là il y a bien 8 lettres. Mais là il y en a un de plus d'espace, donc 9. Puis il y en a un en plus devant, donc 10. Donc je vais en rajouter 2. Et même si j'en rajoute 2 visuellement comme ça, on se rend bien compte que même 2 c'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout. Donc bah là on voit que en fait un espace est bien plus petit qu'une lettre, la largeur d'une lettre. Donc il faut en ajouter un peu plus. Hop, j'en rajoute à nouveau 2. Peut-être encore 2 de plus. Et là on va dire j'y suis presque. Il y en a un de trop. Donc on en enlève juste un. Et ouais, on va dire qu'on est à peu près au même niveau. Hein. On va pas chipoter pour le tout petit espace. Les deux ils ont l'air d'être en dessous des autres. Donc vous voyez que pour créer ces genres de caractères là, bah, c'est ce qu'on appelle des entités. Et pour créer des espaces vides comme ça sur une page web, bah, il faut aussi des entités. Des entités d'ailleurs que vous pouvez retrouver avec votre snippet. Donc pas le plus, mais le tout simple. Le tout simple, je vous ai dit, allez dans tag. Mais il y a aussi le HTML caractère. Et ici, c'est tout ce qui est les entités en fait, en quelque sorte. Je sais pas si vous aurez l'espace. Donc déjà, on voit le fameux copyright. Donc si je me mets derrière le BR ici, et que je clique sur copyright, bon, on voit bien qu'il reproduit le et copie. M dash, je sais pas. Peut-être que ça fait un espace ou un trait comme on voit là en fait, un grand trait. Même chose mais en petit, ou une espèce de bille. Bah voilà, vous pouvez faire un petit peu le tour et voir un petit peu ce qu'il propose dedans. Et vous éclater avec. Du moins quand vous en avez vraiment besoin. Par exemple, notre signe de l'euro, il y a des chances qu'il devrait être dedans, puisque c'est un signe un peu bizarre. Voilà, notre signe de l'euro. Bon bah c'est pas très compliqué, c'est et euro et le point virgule. Voilà, donc je pense que vous comprenez un petit peu les entités, à quoi ça sert. Même chose pour le dollar ou des trucs de genre, comme vous voyez, hein, je vais pas tout dire, c'est love, et puis on s'en sert quand on en a vraiment besoin. Vous vous rendez compte, on n'a pas besoin tout le temps de cette chose-là. Donc, hop, ça je le remets comme il faut. Bon, le BR c'est pas la peine, hein, puisqu'il est tout seul ce truc. Voilà. Et ma page à nouveau, hein, je vais réactualiser pour faire disparaître l'information que je voulais vous faire comprendre, les entités. Donc, le fameux lorem ipsum. Alors, je vous avais parlé du lorem ipsum. Qu'est-ce que c'est ce lorem ipsum? Eh ben, on va voir ça.
Donc je vais taper lorem, et il va me le dire tout seul après lorem ipsum. Donc je vais prendre le premier lien, en plus il est en français visiblement, donc pour ce lorem ipsum c'est très simple. D'ailleurs je vais garder cette page en favori, puisque c'est un truc qu'on va aller un petit peu souvent. Le principe de ce lorem ipsum, c'est de générer des paragraphes, des mots, des caractères ou des listes. Et lui il va nous faire du texte en fonction de ce qu'on vient de lui demander. Par exemple, si je lui dis crée-moi 5 paragraphes. Je lui dis génère le lorem ipsum, il fait son truc, et puis si on regarde, on a un paragraphe, 2 paragraphes, 3, hop là, 4, et le dernier, 5e paragraphe. Cherchez pas à comprendre ce qui est écrit dedans, vous comprendrez peut-être pas, à moins que vous êtes latin, que vous comprenez bien le latin, et puis que je suis pas sûr que ça le mette dans un ordre cohérent, donc bon. En tout cas, je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus, je sais pas, je comprends pas le latin, et j'ai jamais essayé de traduire avec Google. Donc à tester si vous voulez voir ce que ça donne. Le principe de ça, c'est de copier ce texte, d'avoir ce texte, puis dans notre document, ici j'ai défini une section avec un article. Ici, après l'article, je vais définir un autre article. Donc article, CTRL ALT, entrée, et voilà. Et dans cet article, si je fais un CTRL V, on voit qu'il me génère les paragraphes. Bien sûr, il ne me génère pas le code HTML qui me permet de dire ça c'est un paragraphe. Normalement, c'est à moi d'entourer ces trucs-là d'une balise P. Bon, ici on s'en fout de l'histoire du paragraphe ou pas, c'est pas ce qu'on veut tester au niveau du paragraphe, c'est qu'on veut du contenu, tout simplement, dans cette balise article, pour voir ce que ça donne sur la page. Donc, sur mon index, lui aussi d'ailleurs, cet index, à chaque fois, des fois, je ferme et puis je dois repasser ici pour web local. Comme lorem ipsum, je vais lui garder un favori pour l'avenir, et puis je vais le laisser en index, ça me convient, avec notre petite icône. Donc mon index, je l'actualise, et voilà, notre lorem ipsum, nos 5 paragraphes, en fait c'est du texte, d'accord, qui fait voir à peu près, par rapport à notre navigation là, comment notre section avec notre article se comporte. Si je voudrais que la barre de navigation soit pas vraiment en dessous de ces choses, déjà je devrais peut-être dire que la barre de navigation se trouve avant tout ce bloc de section. Donc je vais le couper et puis je vais le mettre juste après le header, ce bloc. Voilà, et puis à nouveau j'enregistre le document. Et j'actualise ma page d'index. Donc là on se retrouve avec le menu en haut, ce qui est quand même plus logique, puis les éléments en dessous. Donc on voit au passage que le footer se colle à cet élément. On a une balise sympa en HTML5 qui est tout bonnement HR. Alors ce truc là, ça fait simplement créer une ligne horizontale. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est une balise un peu comme BR, hein. Elle est toute seule quoi. C'est une balise impair, donc je vais pas redire à chaque fois les balises pair, impair, hein. Je pense que vous comprenez maintenant le principe pair, impair. Donc j'actualise, et voyez que ça m'a inséré une ligne sur tout le long, avant mon footer. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de texte. On va dire, voilà, cette partie-là, ça me suffit, qu'il n'y en ait pas trop non plus. Je vais le copier, et dans mon code, le texte que j'ai collé là, je vais le remplacer par celui-ci. Donc voilà, tout ce texte tient sur une ligne. Je vais redescendre ma balise article. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai envie de recréer encore un article. Et j'enregistre.
puis à nouveau, j'actualise la page. On voit que les deux articles se collent. Donc on pourrait se dire la même chose, un petit HR entre ces deux articles. Oups là, pas au bon endroit le HR. Ici, entre les deux articles. Et on actualise. Et on a bien une distinction entre ces deux paragraphes. Donc là, on va venir sur une autre notion, c'est comment faire pour que mes deux paragraphes soient l'un à côté de l'autre. Alors certains vous diront, bah tu fais un tableau. D'autres te diront, bah tu fais du CSS. Et d'autres peut-être utilisent plusieurs sections. Je sais pas. Les sections, les articles, j'ai pas trop encore manipulé, hein. C'est pas un petit peu nouveau. Donc je vais essayer ça avec des sections par exemple. Donc des sections, si je vais dire que j'en veux deux, et dans ces deux sections tu mets un article. Donc hop, j'attends qu'il traduise. Voilà. Deux sections, dans chaque section un article. Ce qui m'intéresse moi, c'est le contenu de l'article. Donc je le copie, je le mets dedans, puis vu que l'autre c'est le même, hein, je vais le coller, c'est le même texte. Donc là je vais pas faire de l'indentation, c'est juste voilà, pour voir qu'en serait-il s'il y avait plusieurs sections. Là on a vu s'il y avait plusieurs articles dans une section, mais là si on a plusieurs sections, et dans chaque section on a aussi plusieurs articles. J'actualise. Donc on voit que les deux sections se collent. D'accord, j'ai bien ici section 2 et apparemment section 1. 4 articles. La section 1 a bien son HR. Et la section 2, entre les deux sections, j'ai pas mis de HR ici. J'attends qu'il traduise. Voilà, il est un petit peu long, je sais pas pourquoi. Et j'actualise. Donc ici, entre les deux sections, j'ai bien le HR qui est apparu. Maintenant, c'est entre la première section et la deuxième section qu'il faudrait, par exemple, je rajoute un HR. Donc, la première section, la deuxième section, entre les deux, je vais mettre un HR que je vais écrire entièrement pour aller plus vite. Voilà. Et on a bien cette ligne qui se rajoute en plus. Donc on voit qu'on dise des articles, des sections, ou un petit peu ce qu'on veut. En fait, ce que je vais vous faire voir, c'est que visuellement, bah ça change pas. C'est le texte apparaît tel quel à la suite écrit dans le code. Donc tous ces éléments, articles, sections, header, footer, ce n'est juste là dans un sens sémantique, pour dire que la partie comme pour notre head et notre body, ça voulant dire bah c'est tout ce qui concerne l'entête du document, donc c'est pas sur le document mais ça concerne entièrement le document. Et le body disant bon bah ça c'est tout le corps du document, c'est tout ce qui sera vu dans le navigateur. Bah, et ces trucs là n'ont rien changé sur notre document, hein. Ça a défini des sections, des parties de documents. Et bah, comme ces éléments là, c'est pareil, ils définissent des parties. Le nav n'a en aucun cas changé ma liste de ULLI, elle apparaît telle quelle. Seulement le fait de dire que ce ULLI soit dans un nav, on s'imagine que ce nav représente le menu de navigation du site. Ça donne un sens à ce ULLI, au lieu de mettre simplement ULLI. Puisque des ULLI, vous en aurez plein dans vos pages. Non pas que pour le menu, mais vous en aurez aussi pour dans vos articles, si vous faites une liste d'options dans un article, bah voilà, vous aurez des ULLI.
voire même lister vos articles, ça peut être aussi des ULLI. Donc, vous en aurez. La différence, c'est le nav. C'est cette nouvelle balise qui a été ajoutée. Comme le aside, cette barre latérale, bah, vous avez vu, ça produit pas une barre latérale. Il n'y a rien qui se met à côté de mon index. Pourtant, ce truc-là aurait pu largement tenir ici. Mais non, il s'est mis en dessous. C'est-à-dire que le aside provoque quand même un retour. Dans le aside, on a un nav, et ce nav, lui, provoque une cassure, c'est-à-dire c'est une balise de type bloc, et du coup ça fait passer une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Par contre le aside, lui, il ne passe pas de ligne. Il est juste là pour définir un Volox, ça c'est normalement sur le côté une barre d'outils, quoi, on va dire. Je sais pas trop comment dire ça non plus. On verra ça plus sur des exemples concrets quand on va en utiliser. Donc au lieu de mettre des traits comme on a fait, et pour avoir les articles sur 2 colonnes, nous allons créer un tableau. Alors le texte, bon, on va tout enlever, donc que je fasse pas de bêtises, cette section avec cet article, je l'enlève, les HR je les enlève, cette section aussi, ça c'était les 2 dernières que j'avais rajoutées, et ici ce qui est la balise article, les 2 qui se suivent, je vais les enlever. Pour l'instant je garde une section qui contient un article avec un élément EM et une image. Puis je vais à nouveau recréer une section avec un article. Voilà. Oups. Et c'est ici que je vais définir un tableau. Bon, par exemple, ici, je pourrais dire... je ne suis pas très inspiré. Donc, H1, mon tableau. Voilà. Et bien entendu, en dessous, on va créer la structure de notre tableau. Alors, bah, on a 2 choix, hein. Soit on va sur une documentation, puis on récupère le code d'un tableau, soit on va sur un site, on chope un tableau et on récupère le code du tableau, ou on peut utiliser ces histoires de snippet aussi, pour qu'il nous génère un tableau. Donc voilà, par exemple le snippet tout court, table, je vais double-cliquer et il me crée un tableau. Donc je vais remettre les indentations comme il faut. Voilà. Donc ici, on va se dire, on va rester au minimum, c'est-à-dire la balise tab, un TR, des TH, un autre TR et des TD. Alors c'est quoi tout ça? Donc table démarre et ferme le tableau. TR en haut, vouloir dire une ligne. Table row, c'est une ligne du tableau. Donc ce tableau contient 2 table rows, donc 2 lignes. Le TH contient l'entête de la première colonne. C'est TH voulant dire qu'il y aura 2 colonnes. Ce tableau a 2 lignes et a 2 colonnes. Ce TH voulant dire THEAD ou autre chose, c'est ce qui est l'entête de la colonne du tableau. Un petit peu comme quand vous êtes dans Excel, c'est les A, B, C, D, E. Voilà. Et les TD, c'est les cellules du tableau.
Donc ici on va marquer en tête 1. Pas très inspiré comme je vous le dis. En tête 2. Donc ici il me faudrait un petit peu de texte dans ces choses. Lorem ipsum, un petit retour arrière pour pouvoir avoir des choix. Donc là en mots je vais me dire allez il me faut 10 mots. Voilà, il me gère un truc avec 10 mots. Il y a 2 phrases apparemment. Et je vais mettre cette première ici, et puis la deuxième là-dedans. Donc c'est les 2 mêmes phrases, mais c'est juste pour voir visuellement qu'est-ce que ça va faire sur la page. Donc j'enregistre, puis j'actualise cette page. Donc maintenant on voit bien qu'on a une colonne avec son en-tête et leur contenu à chacune. Puis après on a le footer qui est collé. Mais voilà un petit peu l'idée pour avoir deux blocs sur votre page en le faisant simplement avec un tableau. Donc on pourrait se dire, est-ce que je peux rajouter encore des TR, c'est-à-dire des lignes? Bah oui, dans un tableau on a plusieurs lignes, donc je peux rajouter autant de TR que je veux. Visuellement ça va donner la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, pour la colonne 1 et pour la colonne 2. Si par exemple là j'en avais 4, donc je vais supprimer l'ouverture et fermeture, ce qui fait que il reste une ouverture et une fermeture. Et là par exemple je vais enlever le dernier, ou limite, hop, je vais le dupliquer pour avoir autant qu'en haut. Et au lieu d'en avoir 2 dans tête, bah j'en ai 4. Donc visuellement sur la page j'aurai 4 colonnes et sur chacune de ces colonnes 2 lignes, puisqu'il y a 2 TR, 2 lignes et 4 colonnes. Donc 4 en tête de chacune de ces colonnes. 4 en tête, et dans chacune 2 fois neck, neck. D'accord? Donc il y a bien 2 lignes sur ces 4 colonnes. Alors ça c'est une façon de faire un tableau. Mais en HTML5 je sais pas si on garde cette façon ou s'il faut presque tout mettre. Donc ouais, bon, de toute façon HTML5 et ce qu'on a fait là, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est que au niveau du TR, je vais préciser que ça c'est les en-têtes. Donc pour dire une en-tête, je vais dire T-head. T pour tableau et head comme on a l'habitude de voir ce mot là. Donc même chose, l'en-tête elle démarre avant le premier TR, puis s'arrête après le premier TR. Donc si j'indente, ça fait un petit peu ça. Voilà. De même que pour ce qui est le contenu du tableau, il aurait normalement une autre balise qui, je vous laisse un petit peu deviner, est T body. Donc ça c'est tout ce qui est le corps du tableau. Voilà, même chose, je pourrais indenter et bien sûr ne pas oublier de fermer le T-body. Et un petit peu comme la structure du document, on en a un dernier qui est T-foot pour T-footer. Voilà. Et dedans c'est pareil, on pourrait lui mettre quelque chose. Par exemple dans le footer je vais lui mettre un
H5 pour que ce soit pas trop gros. Et voici le pied de page du tableau. Voilà. Le dbody, on n'ajoute rien de plus. Le THEAD, on n'ajoute rien de plus. Et c'est pareil, on a le caption. Donc le caption, permet de définir le titre du tableau. En d'autres termes, mon H1 là me sert à rien, je mets ça dans le caption, j'enlève le H1 et j'enregistre. Donc mon titre, mes en-tête, qu'est-ce que ça donne? Donc mon tableau, voici le pied de page du tableau. Alors ça c'est un peu bizarre, j'ai pas dû fermer le tfoot. Si, j'ai fermé le tfoot, j'ai bien fermé le tbody, j'ai bien fermé le thead. Bizarre que le tfoot, peut-être parce que j'ai mis un H5. Donc je vais mettre un P, hein, pour pas qu'il y ait de retour à la ligne tout bonnement. Donc je remplace la balise bloc par une balise de type en bloc aussi. Je dis que P ça va faire un bloc aussi. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais peut-être éviter ça. Je vais dire que c'est en strong. Bon, c'est pas du tout important le pied de page, mais c'est voilà. Juste pour qu'il y ait une balise qui entoure ça et qui normalement est censé rester en dessous du tableau. Ah, bah décidément, elle n'a pas envie de rester en dessous du tableau. Bon, en même temps, un pied de page sous un tableau, c'est pas voilà. C'est pas très utile, au pire on rajoute une ligne et puis voilà, ça fera le pied de page. Ou parce que tout simplement il s'attend aussi peut-être à ces 4 fameuses colonnes. Donc bah, je vais prendre ces 4 là. Et ah, même pas, faut que je dise que c'est un TD en fait. Donc avec un seul, je sais pas ce qu'il va dire. Voilà, déjà il remet en bas. Donc bien sûr avec un seul, il le met sur la première cellule. Alors les tableaux ont des propriétés et certaines permettent de définir sur combien de colonnes je m'étends, comme si que je voulais fusionner des cellules dans Excel, rejoindre 2 colonnes les unes dans les autres. Ici, ce que j'aimerais bien, c'est si je veux que le titre soit centré, il m'en reste qu'une. Donc je fusionne 4 cellules en une seule. Donc là, ça doit être dans le TD ou le tfoot. J'ai un doute. En même temps, il est vrai que j'ai pas mis le TR juste avant, puisque ça doit être dans le TR normalement qu'on donne cette information là. Donc je prends le TR, je l'encadre de mon TD. TR pour voulant dire il y a une ligne, puisque le tfoot comme le tbody ou le thead, c'est juste pareil, un petit peu comme la structure du document, ça détermine que ça c'est le corps du tableau, ça c'est l'entête du tableau, et ça c'est le pied de page du tableau. Mais structurellement, c'est les TR, les TD qui font vraiment quelque chose sur le tableau, quoi. Donc j'actualise mon tableau, déjà il n'est pas cassé, et on a encore ce truc là à voir. Donc ici on a 2 attributs qui sont soit call span ou row span. D'accord.
colonne, c'est pour dire que l'on veut fusionner des colonnes. Et row, c'est pour dire qu'on veut fusionner des lignes. Donc moi ici, ce que je veux fusionner, c'est 4 colonnes sur une seule ligne. Donc le call span, je vais lui dire qu'il va être égal à 4. J'enregistre. J'actualise. Ah, oh, j'ai dû faire une erreur. Ouais, en même temps, c'est vrai que je suis un petit peu bête ici, là. Je dis que je veux fusionner une ligne, mais en fait, c'est cet élément-là que je veux fusionner, sur 4 colonnes. Et non pas, je veux pas fusionner les lignes, là, mais je veux fusionner des colonnes. Donc ça, je dois le mettre sur le TD. Pour dire que cette ligne-là, ce TR, cet élément-là sera étalé sur 4 colonnes. Donc, j'actualise. Ah, visiblement encore. Ça me paraît bizarre. Donc, c'est qu'apparemment, je pense qu'il le centre pas en fait. C'est pour ça qu'on le voit pas en plein milieu, ce que je m'attendrais à le voir. Il suffirait que je lui rajoute plus de texte. Par exemple, je vais lui rajouter une ligne comme celle-ci. Voilà, juste après, même après le strong. Juste pour voir si la ligne va être coupée à la première colonne ou si elle va bien s'étendre sur les 4 colonnes. Puisque là on voit que pour l'instant ce que j'ai mis ça tient facilement sur une seule colonne. Donc on peut pas se rendre compte s'il a bien fusionné les cellules ou pas. Donc là on va le voir. Et effectivement on voit bien qu'il a bien fusionné les cellules. Puisqu'il fait pas la coupure, il retourne pas la ligne. Il continue bien. Donc ce que je me disais ça me paraissait un petit peu bizarre. C'est juste que je m'attendais à ce qu'il allait le centrer quoi. Donc on a les mêmes choses avec des cellules sous forme de colonnes. Par exemple, typiquement, je pourrais faire ici, j'ajoute un BR à la fin pour avoir un retour à la ligne à chaque fois. Et cet élément, je vais le copier 4 fois dans un seul. Non, là je vais faire une bêtise. CTRL Z. Je fais une bêtise, c'est pas ce que je voulais faire. Là je vais vous faire voir la fusion des cellules mais en vertical. Donc en vertical ça joue au niveau des TR. Donc ça va se faire sur des TD aussi mais c'est au travers des TR. Donc là pour faire ça je vais rajouter un petit peu plus de lignes en fait. 2, 3 et en tout on en a 4. Donc ici, là d'ailleurs en dessous je vais bien mettre en gras partout. Ah, en gras. Façon de parler on va dire. Voilà, et pour être sûr, je vais rajouter encore un petit peu de ce texte. Alors peu importe si c'est bien écrit ou pas bien écrit. Le but c'est que ça remplisse un petit peu la page. Donc là, si j'actualise la page, bien sûr, j'ai rajouté 4 lignes. Voilà. Donc ils ont tous 4 lignes. Ici, comme on le voit, celle-ci, on l'a fusionnée sur les 4 colonnes. Donc une ligne s'étale sur 4 colonnes. Là ce que je vais faire avec le 4, c'est que ces 4 blocs, normalement ce serait ce bloc là, mais je vais mettre tout le contenu dans ce bloc là, et je vais dire que ce bloc là s'étale sur les 4 lignes. Donc je vais faire ça de cette façon. Ce TD là, je vais lui dire qu'il a l'attribut rowSpan et qui va valoir 4. 4, c'est parce que je vais l'étaler sur 4. Bien sûr, le fait que je vais l'étaler sur 4, il faut que je supprime partout une ligne, puisque elle va être remplie par celle au-dessus. Donc je referai les indentations plus tard.
Voilà. Bien sûr, pour que ceci ça soit un peu plus visuel. Donc je vais bien mettre le TD comme on a l'habitude de faire pour éclaircir un peu les choses. Et ici je vais mettre un BR pour qu'il y ait un retour à la ligne. Un peu forcé. Et là je fais comme si il y avait tout le contenu dans un bloc. J'enregistre et je vais regarder le résultat sur ma colonne 4. Donc on voit bien que maintenant toute la colonne 1, 2, 3 et ces 4 éléments sont réunis au sein d'un seul bloc, quoi. Il n'y a plus d'espace entre les blocs, c'est bien un seul et unique bloc. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des tableaux. Alors 1h20, donc bon. Ce que vous allez peut-être pouvoir faire, c'est télécharger 2 programmes pour la prochaine formation. Le premier c'est Miro Vidéo, comme ça l'indique, converteur. Donc ce programme il est gratuit. Donc je le télécharge. Normalement c'est censé démarrer automatiquement. Donc voilà. Au passage je vais chercher le deuxième en attendant. Donc c'est Audacity. O-D-A-C-E-C-I-T-Y. Et je vais le prendre sur le site SourceForge. Donc je le télécharge pour la version Windows. Donc le temps qu'il se télécharge, je vais exécuter Miro. Donc ici on fait suivant. Ici on accepte juste les termes de la licence et on décoche la toolbar. Et le reste, tout ce qui fait référence à My Search, on n'y touche pas, on le coche pas, et le home page on n'y touche pas. Sinon ça va remplacer dans votre navigateur à votre moteur de recherche Google par ce AVG. Chose que vous voulez certainement pas. Par contre ici on va être obligé d'accepter les termes de la licence. Et encore, pas vraiment, on décoche tout. Et on peut faire suivant. Comme ça on est sûr qu'il nous installe que Miro Vidéo Converteur et pas d'autres saloperies autour. Audacity, même chose, je peux le déclencher, l'exécuter. Donc en français. Je fais suivant, suivant, donc programme file, rien d'extraordinaire. Créer une... donc voilà, Miro vient de s'installer et se lancer. Donc lui je le ferme, on verra ça plus tard. Et créer l'icône sur le bureau d'Audacity, bon pas forcément. Je fais suivant et j'installe. Suivant. Et pour le moment je démarre pas Audacity. Alors en fait dans Audacity, il va vous demander, la première fois que vous allez vouloir sortir un fichier en MP3, la DLL lame encode. Donc on va en profiter tant qu'on est sur le site. Autre téléchargement d'Audacity pour Windows. Et ici, voilà, l'encodeur MP3 lame. Donc ça vous allez le cocher. Et juste ici, Windows, go to the download page. Donc on va sur la page de téléchargement de ce lame. Donc on va cliquer sur le gros lien en haut. Celui-ci nous ramène un peu plus bas, visiblement. Bon là c'est un peu étrange. Alors, on va sur Google
et on tape lame encodeur, lame mp3 Audacity. Et ici, bon, bah, sur le site de OneNet, hein, il nous permet de télécharger lame. Donc on va sur ce site et on télécharge le lame. J'ai pas dupliqué dessus. Voilà. Voilà, donc le lame, je l'exécute. Donc là, faire attention aux conneries qui pourraient éventuellement nous installer. Donc pour le moment, il me demande de rien cliquer, donc je télécharge. Type d'installation de la barre d'outils. Personnalisé, et je décoche tout. Je veux pas de ce truc là. Suivant. En cliquant sur j'accepte, j'approuve les termes de ce truc là. Non, je rejette, j'en veux pas. Voilà, et il me télécharge mon lame tout seul. Une fois terminé, je fais suivant, puis je peux ouvrir, cette fois-ci, l'endroit où il m'a téléchargé le lame. Donc il est dans le fichier zip, ici, et avec pzip, que je vous ai fait mettre au début, on peut faire extract here in new folder, c'est-à-dire extraire dans ce nouveau dossier. Voilà. Et ce qui est important là-dedans, c'est juste ce fichier, lame encode DLL. Donc ce fichier, je vais le couper et je vais le mettre sur mon bureau. Dans le dossier de téléchargement, tout ce que j'ai téléchargé récemment, je peux tout supprimer puisque j'ai installé tout ce que j'avais besoin. Voilà. Donc ce petit réglage de DLL, on verra ça dans la prochaine vidéo, puisqu'on va voir comment mettre une vidéo, non pas un lien vers une vidéo comme on a fait avec YouTube, mais vraiment une vidéo qui est dans votre ordinateur ou qui se trouverait sur un serveur sur internet, peu importe l'endroit où elle se trouve. Le tout c'est que c'est vraiment un fichier vidéo qui va être lu tout de suite, et du son. Donc c'est pour ça que je vous ai fait télécharger un petit peu ces deux programmes là, qui vont nous aider dans le... quand on va faire ces choses là dans le prochain chapitre, puisque là ça fait 1h30, donc voilà. Et après ça, on va voir un petit peu le bootstrap de Twitter. Donc en même temps je vous expliquerai pourquoi on va voir ce truc de bootstrap de Twitter. Mais bon, pour ça avant on verra un petit peu les vidéos, on verra le son dans le début de la vidéo prochaine. Puis ensuite on parlera un petit peu plus de bootstrap. On mettra ça en place sur notre notre mini-site, on va dire pour le moment. Et on va essayer d'améliorer un petit peu nos pages pour faire quelque chose d'un peu mieux. Enfin, je vous laisse découvrir la suite. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.